Il est 18h au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos émissions en langue française prennent la relève jusqu'à 20h, heure locale du Caire. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, par le journal, que vous pouvez aussi le suivre sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne. Et j'ai le plaisir de présenter ce journal en compagnie de mon collègue Chérif Boussela. Bonsoir, Chérif. Bonsoir, Elhem. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et on commence tout de suite avec les principaux titres. À la une de l'actualité, et pour la 4e journée consécutive, les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur opération d'envergure sur la ville et le camp de réfugiés de Jénine et qui a fait depuis mardi 12 martyrs selon les estimations des Nations Unies. En coïncidence avec leur déploiement intensif dans la région, les forces de l'occupation ont imposé un couvre-feu au camp de réfugiés et ce, dans le cadre de l'opération baptisée Mur de fer, où l'armée israélienne a bloqué l'entrée d'une ville à l'ouest de Jénine. Des drones israéliens ont pris d'assaut la ville de Qabateya au sud de Jénine, alors que les hélicoptères israéliens ont survolé la ville. L'armée israélienne a aussi pris d'assaut la ville de Barkin à l'ouest de Jénine, menant des accrochages qui a causé la mort de deux Palestiniens lors de l'encerclement de leur maison. Entre-temps, l'armée de l'occupation israélienne a obligé 8000 Palestiniens à quitter par force le camp de réfugiés de Jénine et s'installer dans l'ouest de camp de réfugiés. Selon des sources palestiniennes, les forces de l'occupation ont coupé le courant électrique dans une grande partie du camp de réfugiés ainsi que des grandes régions des alentours, dont l'hôpital Ben Sina et l'hôpital gouvernemental. Des sources régionales ont mis en garde contre la coupure du courant électrique causée par les forces de l'occupation israélienne dans les hôpitaux qui peuvent causer la mort des centaines de malades palestiniens. Lors d'un appel téléphonique avec le nouveau ministre d'État américain le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelati a affirmé l'importance de poursuivre la coordination entre l'Égypte et le Qatar et les États-Unis afin de garantir la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu à Gaza conclu entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. M. Abdelati a aussi exprimé sa volonté de travailler étroitement avec la nouvelle administration américaine afin de relancer les relations bilatérales et renforcer le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis dans tous les domaines. Pour sa part, M. Marco Rubio a valorisé le partenariat stratégique entre les deux pays et le rôle axial qu'assume l'Égypte dans la région du Moyen-Orient. Il a aussi salué les efforts déployés par l'Égypte afin d'aboutir à un accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages à Gaza. Les deux ministres des Affaires étrangères ont en outre échangé les points de vue en ce qui concerne les derniers développements en Syrie, au Liban, au Soudan, en Libye, dans la Corne de l'Afrique, la sécurité en mer Rouge, la liberté de navigation et la question du barrage éthiopien. Un deuxième échange d'otages entre le mouvement palestinien Hamas et Israël doit avoir lieu demain. Des rapports de presse ont ajouté qu'il s'agit de libérer 4 otages israéliennes, parmi lesquelles 3 femmes qui travaillent dans l'armée de l'occupation. En échange, Israël doit libérer 180 prisonniers palestiniens, dont 30 Palestiniens qui sont condamnés à prison à vie et qui doivent être mis à d'autres pays, comme stipule l'accord entre Hamas et Israël. L'Agence pour les réfugiés palestiniens UNRWA a assuré qu'elle continue à distribuer les aides humanitaires dans la bande de Gaza malgré les énormes défis qu'elle rencontre et les circonstances difficiles dont souffrent les habitants. Selon l'UNRWA, 660 000 enfants palestiniens sont toujours privés de la scolarité, ajoutant que 88% des écoles de la bande de Gaza sont détruites.
En ce qui concerne le dossier libanais, l'autorité de radiodiffusion israélienne a rapporté que les dirigeants politiques ont appelé l'armée à ne pas se retirer du secteur oriental du sud du Liban. L'autorité a ajouté que le message adressé à l'armée est particulièrement clair. Israël attendait de discuter avec Washington pour prolonger la période de retrait du Liban. L'armée a commencé à procéder à un redéploiement dans le secteur ouest, conformément à l'accord signé avec le gouvernement libanais. Le député Benny Gantz a pour sa part appelé à continuer à intensifier les opérations contre toute violation du Hezbollah et à ce que l'armée ne soit pas autorisée à quitter la zone tampon au Liban. Gantz a également exigé que l'armée insiste sur la sécurité des habitants du Nord, ne menace pas les colonies. Le Hezbollah libanais a mis en garde Israël contre les conséquences s'il ne se retirait pas du Liban après le délai de 60 jours. Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué que l'accord de cessez-le-feu doit être mis en œuvre totalement et globalement. Et en Syrie, le chef de la diplomatie saoudienne, Faisal Ben Farhan, est arrivé à Damas où il devra rencontrer le dirigeant de la nouvelle administration, Ahmed El-Shara, qui vise à ouvrir une nouvelle page dans les relations avec l'Arabie saoudite. Il s'agit de la première visite effectuée par le ministre saoudien en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier et l'arrivée au pouvoir en Syrie des factions de l'opposition. Les nouvelles autorités ont exprimé leur intérêt à ouvrir une nouvelle page dans les relations avec l'Arabie saoudite, visitée par le ministre des Affaires étrangères As'ad Al-Shibani au début de janvier, courant lors de sa première visite à l'étranger. La Russie a intensifié ses raids aériennes en Ukraine. Des responsables ukrainiens ont annoncé que la Russie a lancé une salve de drones dans une attaque contre l'Ukraine pendant la nuit. Par contre, les forces aériennes ukrainiennes ont déclaré que ces défenses avaient abattu 25 drones des 58 lancés par la Russie, indiquant que Kiev utilisait des équipements électroniques dans le but de les détourner. Les États-Unis ont arrêté 538 migrants clandestins et en ont expulsé des centaines lors d'une opération de masse, selon la Maison-Blanche, quelques jours seulement après le début de la présidence de Donald Trump. Cette annonce intervient alors que le nouveau président américain fait vendredi son premier déplacement en Californie du Nord et dans le bastion démocrate de Californie, deux États éprouvés par des catastrophes naturelles dont le dirigeant républicain a fait des sujets d'intenses polémiques. Donald Trump s'était engagé à une vaste offensive contre les migrants clandestins durant sa campagne et il a entamé son second mandat lundi avec une série de décrets destinés à enrayer leur afflux aux États-Unis. Donald Trump s'est dit jeudi soir désireux de reprendre contact avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, un type intelligent selon lui que le président américain avait rencontré 3 fois lors de son premier mandat, mais sans avancer sur le nucléaire. Les deux hommes se sont rencontrés la première fois lors d'un sommet historique en juin 2018 à Singapour, la seconde à Hanoï en février 2019, un fiasco. Et la dernière fois sur la frontière entre les deux Corées en juin 2019. Les États-Unis et Pyongyang ont tenu leur dernier pourparlers sur la dénucléarisation à Stockholm en octobre 2019, mais sans véritable progrès. Le nouveau secrétaire d'État avait toutefois salué l'approche de Donald Trump sous son premier mandat, reconnaissant qu'il était lui-même très sceptique à l'époque. Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait affirmé que Kim Jong-un aimerait le voir revenir à la Maison-Blanche et qu'il s'entendait bien avec lui. Kim me dit tout, il m'a tout dit, s'était-il vanté auprès du journaliste américain Bob Woodward pour son livre Rage en 2020.
La Banque du Japon, qui a entamé en 2024 une normalisation de sa politique monétaire, devrait relever à nouveau ses taux vendredi face à une inflation persistante, malgré une conjoncture toujours fragile et le spectre de tensions commerciales ravivé par Donald Trump. Selon le consensus des analystes sondés par Bloomberg, la Banque centrale, au terme d'une réunion de 2 jours, devrait remonter à 0,5% son taux directeur, une hausse de 25 points de base d'une ampleur inédite depuis 18 ans. Afin de centrer le retour de l'inflation dans l'archipel, depuis 2 ans et demi, l'institution a entamé en mars 2024 un resserrement de ses taux après 10 ans de politique monétaire ultra accommodante où ils étaient restés quasi nuls. La situation humanitaire et économique reste très difficile au Yémen, a estimé jeudi le Fonds monétaire international, alors que 17 millions de personnes y sont en situation d'insécurité financière et que la fin du conflit débuté en 2014 ne semble pas se profiler. À l'issue de la visite d'une mission sur place, l'institution financière a estimé que l'économie yéménite devrait de nouveau se contracter en 2025 après 2 années de récession, sans pour autant préciser l'amplitude du recul. En 10 ans de conflit, le pays n'a connu que 3 années de croissance économique selon les données du FMI et a particulièrement souffert comme le reste de la région. Un nouvel incendie s'est déclenché hier au nord de Los Angeles et se propage à grande vitesse, provoquant des milliers d'ordres d'évacuation dans une région déjà ébranlée par des feux dévastateurs. La cause de l'incendie est pour le moment inconnue. Pour plus de détails, un commentaire. En quelques heures, les flammes ont déjà ravagé plus de 3800 hectares dans les environs du lac Castaïque. Elles sont attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un grand nuage de fumée au-dessus du brasier. Des ordres d'évacuation ont été émis à l'attention de plus de 31 personnes vivant dans les zones autour du lac, situées à une 50aine de kilomètres au nord de Los Angeles et à proximité de la ville de Santa Clarita. Plus de 4600 pompiers sont engagés sur place, assistés d'avions et d'hélicoptères larguant sans relâche de l'eau et de produits ignifuges sur la zone. Le chef des pompiers du comté de Los Angeles a déclaré que la situation reste changeante et l'incendie demeure difficile à contenir. À cause des récents incendies à Los Angeles, de nombreux pompiers, hélicoptères et canadaires venus de tout l'ouest des États-Unis sont encore sur place, ce qui facilite la lutte contre les flammes. À proximité du lac, 4 prisons hébergeant environ 4700 personnes sont menacées par l'incendie. L'une d'entre elles a été évacuée et ces 500 détenus ont été transférés dans une autre structure. Les détenus des autres prisons sont pour l'instant maintenus sur place, mais des bus ont été dépêchés pour les évacuer si besoin. Les flammes ont coupé plusieurs routes et provoqué la fermeture temporaire d'un tronçon d'autoroute dans la région. La cause de l'incendie est pour le moment inconnue. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de notre programme quotidien au cœur de l'actualité. À tout à l'heure.